majeur de la rencontre de ce jour. Nous voulons donc comprendre. Nous voulons nous approprier du narratif congolais. L'UNICIC, en pensant organiser ces assises, veut, oui, monsieur le ministre, nous voulons affirmer que notre président de la République, tenez-vous bien, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement que dirige son Excellence, Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, ce gouvernement du président de la République et votre gouvernement doit sentir, doit savoir qu'ils ne sont pas seuls, que Monsieur le Président de la République n'est pas seul, que vous n'êtes pas seul. Je disais, vous n'êtes pas seul dans la lutte, dans cette lutte, face à l'agression. La RDC n'est pas en guerre. La RDC se défend face à l'agression barbare, alors barbare, que subit notre pays. Que le président de la République sache, dites-le lui, l'UNICIC vous demande de dire au président que vous n'êtes pas seul, que nous sommes à côté, devant, derrière votre lutte pour l'instauration de la paix sur toute l'étendue de la République. Que dois-je encore vous dire? Léon, qu'est-ce qu'on dit? Ouajiki. Madame Noëlla s'est engagée à faire respecter la jeunesse congolaise sur l'échelle internationale. Elle porte un plaidoyer de la participation des jeunes à toutes les instances de prise de décision en référence à la résolution de 2250, la charte africaine de la jeunesse et la politique nationale de la jeunesse. Elle est très active pour la mobilisation de partenaires pour le financement des initiatives des jeunes, pour leur autonomisation ainsi que les centres d'accompagnement des jeunes. L'engagement donc de Madame Noëlla dans la promotion de la résolution 2250 et sa mise en œuvre effective avec divers partenaires est affichée, comme on dit en français. Aujourd'hui, elle va donc être invitée ici, à cette tribune, pour nous parler du rôle stratégique de la jeunesse congolaise dans l'accompagnement du processus de paix et la consolidation de l'unité nationale. Je crois que nous sommes d'accord, Votre Excellence est en possession de cette information. Nous avons changé les décors. Le décor a vraiment changé ici à l'UNICIC. Aujourd'hui, je m'excuse déjà parce que c'est inhabituel, mais bon, nous avons deux excellences, ce qui fait que je vais m'exprimer ici, mais leurs excellences vont s'exprimer de l'autre côté. N'ayez donc pas peur de traverser, si vous voulez bien, Votre Excellence, ce couloir sanctuaire de la communication sous les applaudissements de mes chers amis, les communicateurs, les ingénieurs de conscience. Merci. Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Monsieur le recteur de l'Université des sciences de l'information et de la communication, Mesdames et Messieurs les professeurs, chercheurs, membres du corps académique, chères étudiantes et étudiants,
distingués invités, tout protocole observé. Je suis honorée de m'adresser à une jeunesse éveillée, intelligente et porteuse d'espoir. Une jeunesse formée entre les murs de cette université prestigieuse qu'est l'Université des sciences de l'information et de la communication. Je vais m'entretenir avec cette génération qui peut et qui doit se lever. Ma mission de ce jour est celle de vous rappeler votre rôle dans ce processus de pacification auquel notre nation est engagée. Cela n'est possible que si vous vous engagez, si vous vous appropriez pleinement ce processus. Je vais vous en parler, à être des voix qui éduquent, des esprits qui influencent, des cœurs qui dirigent avec courage. Car la pacification de notre pays ne se fera pas sans vous, elle est construite avec vous, pour vous. Chers jeunes conscients, éveillés et engagés, en m'adressant à vous aujourd'hui, j'accomplis un devoir, celui de vous transmettre un message de confiance et de mobilisation. Un message porté par le gouvernement de la République sous l'impulsion de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, car pour lui, la jeunesse ne se résume pas à un public à applaudir. Elle est une force vive à accompagner, à outiller et à faire émerger. Il ne se contente pas de parler de vous, il agit avec vous, pour vous, dans une cohérence assumée entre les discours et les actes. Et les faits parlent d'eux-mêmes. Vous êtes témoin d'un moment sans précédent dans notre histoire. Jamais un gouvernement n'avait été aussi jeune, aussi représentatif de cette énergie qui vous anime. Mieux encore, jamais une femme n'avait accédé à la tête de l'exécutif national. Aujourd'hui, c'est son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka qui assume avec courage et dignité les fonctions de Première ministre, chef du gouvernement. Ce n'est pas un geste anodin, c'est un engagement politique. C'est un signal fort envoyé à toute une génération, et tout particulièrement à vous, jeunes filles du Congo. Désormais, tout est possible. Je me tiens devant vous aujourd'hui comme un fruit de cette volonté politique. Ma nomination au ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique est l'expression d'un changement profond, celui d'un État qui reconnaît la jeunesse comme une force de transformation, une richesse stratégique, une voix qu'il faut écouter, former et responsabiliser. Oui, vous êtes au cœur du projet national. Et cette place n'est pas décorative, elle est active, essentielle et indispensable. Le Congo nouveau se construit avec vous et il se construira ou échouera selon votre degré d'engagement. Chers jeunes, le processus de pacification de notre cher et beau pays constitue une étape décisive qui appelle votre pleine adhésion, votre conscience éveillée et votre engagement actif. Dans un moment charnière de notre histoire, oui, le contexte demeure grave. Les blessures encore ouvertes, les douleurs de la guerre, les cicatrices des déplacements et des deuils hantent notre mémoire collective. Mais en cette même heure, s'ouvre devant nous une espérance inédite, une fenêtre historique qu'il nous revient ensemble de ne pas laisser se refermer. Pour la première fois depuis des décennies, notre pays se tient aux portes d'une véritable paix. Une paix non proclamée mais construite, une paix non subie mais assumée. Cette avancée décisive n'est pas le fruit du hasard. Elle est portée par une vision claire et une volonté ferme, celle de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a inscrit l'exigence de la paix, de la justice et de la souveraineté nationale au cœur de son combat. Deux jalons majeurs traduisent cette détermination. L'accord de paix de Washington, signé le 27 juin 2025 entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, qui acte la volonté commune de désescalade et jette les bases d'une stabilisation durable dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. La déclaration de Doha, conclue le 19 juillet 2025 avec le mouvement AFC M23,
qui ouvre un cadre structuré de désarmement, de restauration de l'autorité de l'État, de retour à la sécurité, mais aussi et surtout à la réconciliation nationale. Ce processus de pacification n'est pas une propagande politique. Il porte une charge humaine immense et témoigne d'un engagement sincère, celui de mettre fin à l'hémorragie des vies, de refermer des plaies, de rassembler les Congolais autour d'un même idéal de paix, de rendre justice et de reconstruire un État plus digne, plus fort, plus prospère. Mais disons-le avec clarté et conviction, aucune paix ne peut tenir sans le concours du peuple. Et aucun peuple ne peut se relever sans la force créatrice, le courage et la lucidité de sa jeunesse. Par ces termes, vous êtes donc appelés, non à applaudir depuis des gradins de l'histoire, mais à descendre dans l'arène du destin national. Soyez les bâtisseurs vigilants de cette paix. Soyez ses gardiens, ses relais, ses défenseurs. La paix n'est pas un héritage, elle est une conquête. Et vous êtes plus que jamais les héritiers de l'espérance et les artisans de l'avenir, les relais du narratif congolais. Chers jeunes Congolais, vous êtes au cœur du destin national. Votre rôle est central, stratégique et absolument incontournable. Je saisis ce moment solennel pour vous rappeler que vous êtes une force. Une force par votre énergie, mais surtout par votre nombre. Vous représentez 70% de la population congolaise. Vous êtes la majorité. Et à ce titre, vous portez une responsabilité historique, celle d'adhérer sans équivoque à cette dynamique salvatrice de paix et de reconstruction. À quoi bon de signer un accord de paix si la jeunesse, elle, ne s'en empare pas, si les étudiantes et étudiants que vous êtes, formés dans les temples du savoir, n'en deviennent ni les interprètes ni les relais? Je le dis avec conviction. Lisez cet accord, comprenez-le, expliquez-le, partagez-le, parlez-en dans vos familles, dans vos auditoires, sur vos réseaux. Dénoncez les discours de haine, déjouez les pièges de la désinformation, désarmez par votre lucidité les machines de division. Vous êtes à la fois l'espoir et la conscience active de cette nation. Face à l'ignorance, vous êtes la lumière. Face à la manipulation, vous êtes la raison. Face à la résignation, vous êtes le sursaut. Adoptez une conduite citoyenne exemplaire. Aimez profondément ce pays, car c'est dans l'amour véritable de la patrie que naît l'envie de défendre et de servir dignement. Chères étudiantes, chers étudiants, jeunesse consciente et résolument tournée vers l'avenir. Le vrai travail, lui, ne fait que commencer. Ce n'est pas un discours qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est un appel à la responsabilité, à l'engagement, à la transformation. Je ne peux clore mon intervention sans remercier l'Université des sciences de l'information et de la communication, à travers son recteur et tout le corps académique, pour l'honneur qui m'est fait de m'adresser aujourd'hui à cette jeunesse. Merci pour cette opportunité précieuse. À vous, jeunesse congolaise, souffle d'espoir de notre patrie, vous qui portez vos yeux lumière d'un avenir possible. Le Congo vous regarde avec gravité, mais aussi avec confiance. Il compte sur vous, il espère en vous, parce que vous êtes cette génération que rien ne peut plus endormir. Le rôle que vous êtes appelés à jouer est immense. Il ne s'agit pas simplement d'accompagner le processus de paix, mais il s'agit de le comprendre, de se l'approprier et surtout de le faire vivre autour de vous au quotidien. À travers ces mots partagés aujourd'hui, j'ai voulu modestement tracer les contours de ce rôle. Vous montrer qu'il ne s'agit pas que d'un rêve inaccessible, mais d'une responsabilité à votre portée. Une responsabilité noble, nécessaire, profondément congolaise. Vous êtes nombreux, vous êtes la majorité, et il est temps que cette majorité prenne parole, pas pour crier, mais pour éclairer et reconstruire. Vous n'avez peut-être pas choisi la guerre, mais vous avez le pouvoir de choisir la paix, et mieux encore, de le bâtir de ce pays qui vous appartient. Alors je vous le dis, levez-vous, levez vos voix
Éclairez votre génération, éduquez, influencez, dirigez, soyez porteurs de vérité, artisans d'unité, bâtisseurs de paix. Car ce Congo ne se relèvera pas, ne rayonnera pas, ne vaincra pas sans vous. Vive le processus de pacification de la République démocratique du Congo, vive la jeunesse congolaise engagée, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les recteurs, estimés collègues membres du comité de gestion, éminents collègues membres du corps académique, distingués membres du corps scientifique, chers membres du PATO, chers étudiants, chères étudiantes, très distingués membres de la presse et de médias. Il me revient de vous présenter notre accroche du jour. Je veux dire notre orateur principal, Son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe. Quel honneur et quel bonheur. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est notre produit. Et je crois que lui peut dire, quand il revient ici nous revoir, dans sa casquette de ministre, porte-parole du gouvernement, ce n'est pas rien. Berceau de ma jeunesse, Élie de mon existence. L'UNICIC sera à jamais l'antre de mon âme quand je partirai. Vous n'êtes pas encore parti, vous ne venez que d'arriver. Mais je suis tenté encore de dire, comme un membre du corps enseignant qui vous a formé, I'm so proud of you. Je suis si fier. Je me permets de le tutoyer avec son autorisation, puisque je parle à un ancien de nos auditoires. Je suis si fier, je parle à un fils. Je suis si fier de toi que je suis fier de moi. J'espère que tu le sais. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un certain John Green. Aujourd'hui, tout est accompli pour que votre mère intellectuelle, je vais dire l'Université des sciences de l'information et de la communication, UNICIC en sigle, dise comme cette mère comblée à Patrick Muyaya Katembwe. Être ta mère est une fierté que je porte avec toute la fierté du monde. Qui dira mieux? Il n'y a pas de plus grande fierté pour une institution transmise. Et quelle lumière? Celle de l'écran, des écrans, de médias. Vous pourriez me rétorquer qu'on ne présente plus Patrick Muyaya, c'est quadragénaire, natif de Kinshasa, et qui habite sa belle commune de Bandalungwa, d'où il a été boosté et élu 3 fois de suite. Si je me rappelle bien, en 2011, réélu en 2018, et encore élu en 2023, avec des scores qui n'appellent pas de concurrence, à la circonscription électorale de la Funa. Il y habite encore. Chers amis, peut-on vraiment présenter un homme catholique qui, chaque semaine, fait la synthèse des conseils du gouvernement? Un ancien journaliste vedette de la télévision? Moi, je vais vous dire que vous ne savez toujours pas tout de lui. Il est père de famille, sérieusement marié, comme dirait l'autre. Il est aussi un joueur passionné de golf, ce sport des décideurs. Patrick Muyaya a un itinéraire d'un homme jeune, qui crée, un battant, un modèle d'une jeunesse congolaise qui va toujours de l'avant. Oui, il est de parcours qui raconte une réussite. Oui, il y a ceux qui incarnent une mission parmi les jeunes, mais il y en a d'autres qui incarnent un engagement, une élévation au service de la nation. Ceux des jeunes qui prouvent que la formation reçue entre ces murs de l'UNICIC qui ne portent pas sa belle robe, la belle robe de son illustre réputation, peut devenir, dans le main d'un esprit engagé comme celui de Patrick Muyaya Katembwe, un levier de transformation pour tout un pays. Oui, tenez, aujourd'hui, ce n'est pas seulement un ministre de la République que nous accueillons, c'est un ancien de vos rangs, chers amis étudiants, chères amies étudiantes. C'est un frère d'auditoire, un fruit de cette université qui nous revient, non pas pour s'y raconter lui-même,
mais pour vous interpeller, pour vous transmettre avec humilité et conviction ce que signifie mettre son savoir au service de l'action et son intelligence au service d'un destin collectif. Patrick Mouyaya ne vient pas parler du passé, ça ne lui ressemble pas. Il vient vous parler de vous, de ce que vous pouvez devenir, de ce que le Congo peut devenir avec votre soutien, de ce que vous devez oser bâtir, car l'avenir de notre narratif national commence ici, avec vous. Cette vision qu'il n'a cessé d'incarner, du micro d'un journaliste à la tribune du Parlement, du terrain de golf, du terrain des idées à l'arène gouvernementale, Patrick Mouyaya a un parcours qui est celui de l'homme qui fait du verbe, le verbe, verba, une arme de construction. C'est un professionnel devenu architecte d'une doctrine, d'un ministère qui ne se contente pas de gérer le présent, mais façonner l'avenir. Qui dira mieux? Oui, il y a dans l'action de Patrick Mouyaya, voyez-vous, plus qu'une fonction. Il y a une pensée stratégique, une doctrine fondatrice, une idée puissante et nécessaire que voici énoncée avec clarté et audace. Le nouveau paradigme s'appelle la souveraineté narrative, comme socle d'une gouvernance stratégique. La souveraineté narrative, chers amis, dans son essence, désigne le droit et la capacité d'un individu ou un groupe à contrôler et à définir sa propre histoire ou sa propre identité, particulièrement face à des récits dominants ou externalisés qui courent le risque de les déformer ou de le marginaliser. Exemple, ce que lui, l'émile Mouyaya, appelle malicieusement le phénomène du poison rwandais. Voulez-vous l'applaudir pour cette inventivité? Je vais bientôt terminer en disant que dans son action, il implique le contrôle de notre propre narration avec la souveraineté narrative qui nous amène aujourd'hui, c'est-à-dire il réveille notre capacité à raconter notre propre histoire en choisissant quels aspects mettre en avant et quelles perspectives adopter pour la déconstruction des stéréotypes que les ennemis de la paix veulent nous imposer, la lutte contre l'effacement médiatique que les ennemis de notre nation nous imposent. Dans un monde où le récit façonne les imaginaires, où le média oriente les perceptions, la République démocratique du Congo ne peut plus se contenter d'exister. La RDC doit se raconter. Elle doit se dire elle-même avec ce mot, sa fierté, son histoire, ses aspirations. Ça me fait penser à Patrice Emery Lumumba qui disait « L'histoire du Congo ne sera pas écrite ni à Washington ni à Bruxelles, elle sera écrite ici ». Dans un monde où le récit façonne donc les imaginaires, c'est répondre à ces vides stratégiques donc que la doctrine de la souveraineté narrative nous apporte. Une pensée nouvelle, une pensée lucide, enracinée dans la science de l'information et dans les enjeux de la géopolitique médiatique contemporaine. Elle repose sur 3 convictions fortes, à savoir, celui qui maîtrise l'image maîtrise l'influence, celui qui contrôle la parole contrôle la perception, et celui qui organise sa communication structure sa souveraineté. Voilà pourquoi Patrick Mouyaya entreprend aujourd'hui avec détermination et méthode une série de réformes audacieuses. Il y a par exemple la modernisation de la radio-télévision nationale congolaise, il faut le lui reconnaître, la digitalisation de l'agence congolaise de presse, par où nous sommes passés, l'adoption de nouvelles lois sur la presse et le média, l'institutionnalisation de briefings gouvernementaux et la construction d'un cadre stratégique pour la communication publique. En résumé, à travers son engagement, son Excellence Patrick Mouyaya nous enseigne que la jeunesse congolaise n'est pas appelée à consommer de récits des autres, mais à devenir l'auteur fier, informé et souveraine du récit national. Alors, je vous le dis, chers étudiants, chères étudiantes, chers amis, chers communicologues, chers communicants, chers communicateurs de demain, que pour le Congo, n'attendez pas qu'on vous donne la parole, prenez-la. Pour le Congo, n'attendez pas qu'on vous montre le chemin, tracez-les. Pour le Congo, n'ayez pas peur de rêver, de dire, de faire. Et je voudrais terminer
en disant à Patrick Mouyaya que votre profil me rappelle un petit peu la technique du golf. C'est-à-dire que le golf est un sport pacifique qui se joue violemment de l'intérieur. Vous le voyez sourire, tout en demandant à monsieur le recteur magnifique de se préparer pour inviter solennellement l'orateur central du jour à mouiller sa chemise. Je vous demande de vous lever pour accueillir avec toute la chaleur de votre jeunesse son Excellence, monsieur Patrick Mouyaya Katembwe, artisan de narratif national, avec vos applaudissements s'il vous plaît, ministre de la Communication et des Médias. Jésus. Et tant que je demande votre permission, encore une fois, que vous vous présentiez ici à cette tribune, tout en vous demandant ardemment et gracieusement de passer ici, de nous dire que la guerre est terminée. Ainsi, vous terminerez votre speech en disant « Kwajiki ». Allons-y, monsieur le ministre. Vous voyez comment il marche gracieusement et élégamment. Le voilà. Vous avez la parole. Après avoir entendu la présentation de tout à l'heure, ainsi que vos mots, cher recteur, je rajoute magnifique, le premier mot que je voudrais prononcer aujourd'hui, de retour à la maison, j'ai envie de dire Kwajik, comme vous, parce que finalement, c'est le mot qui résume tout. Et dans cet endroit particulièrement, lorsque je le dis à travers vous, je revois des visages que je côtoyais il y a une bonne dizaine, vingtaine d'années. Je ne veux pas les citer parce que je ne citerai pas tout le monde, mais c'est aussi l'occasion de vous dire merci. Merci de ce que vous avez pu mettre en nous. Merci de ce que vous nous avez donné dans les salles qui ont changé depuis quelque temps, sont les matières qui nous permettent aujourd'hui de faire la guerre. Ce sont aussi les matières qui nous permettent aujourd'hui de gagner la paix. Et donc considérez que dans chacun de mots, dans chacune de nos prises de parole, il y a une part de vous et il y a une part de ce que vous nous avez enseigné. Et comme le prof Jean-Marie Vianney-Longonia disait tout à l'heure, les sanctuaires, celui-ci, c'est les sanctuaires qui doivent nous permettre justement d'avoir les berceaux de ce que nous on appelle souveraineté narrative. Alors l'exercice d'aujourd'hui, il est tout particulier. Non pas seulement parce que je suis à la maison, si je peux me permettre, mais parce que je parle à ceux qui vont se dédier matin, midi et soir à contribuer à la narration, non pas seulement des structures dans lesquelles vous pouvez travailler, mais aussi celles et ceux qui peuvent le mieux parler de ce que nous tenons tous en commun et sur lequel nous tenons très fort notre pays, la République démocratique du Congo. Et dans cet exercice, on a voulu associer la collègue de l'enseignement supérieur et de la jeunesse parce qu'il faut vous donner des exemples de ce que nous sommes devenus et de ce que vous pouvez devenir demain. C'est dans les mêmes bancs que nous avons été formés, c'est les mêmes enseignants qui nous ont formés et donc considérez que vous êtes les prochains Patrick Mouyaya ou les prochaines Noëlla. Le 15 décembre, on devait être à Luanda pour mettre fin à toutes ces aventures rwandaises. Je rappelle que le processus diplomatique a commencé depuis juillet 2022. Et lorsque nous devons nous rendre à Luanda, le 15 décembre 2024, le président Kagame ne vient pas. Mais pourquoi il ne vient pas? Parce qu'il sait que s'il vient signer avec nous un accord de paix, ça veut dire que le modèle économique qui fait, entre guillemets, la prospérité de son pays devrait disparaître. Et donc, c'est dire, je signe la fin de mon système d'enrichissement illicite ou d'exploitation illicite. Et donc, vous avez vu qu'après, il n'est pas venu. Mais parce qu'il n'est pas venu, il a décidé de monter d'un cran
dans la guerre parce qu'ils savaient que notre stratégie diplomatique finirait par donner les résultats escomptés. Et à la suite justement du retour de la guerre, vous avez vu des sanctions commencer à tomber. Les premières sanctions ont touché James Kabarebe. James Kabarebe, pour ceux qui le savent, c'est le numéro 2 du régime rwandais de fait. Lui, depuis, malheureusement, c'est aussi un fait historique, depuis en 1997 à l'arrivée de l'AFDEL, c'était les chefs d'état-major dans notre pays. Donc, vous voyez déjà comment nous avons été infiltrés. Et vous ne savez pas ce qu'il a pu prendre comme élément d'information sur notre dispositif stratégique. Et donc, c'est lui le cerveau moteur de tous les conflits en RDC, de 1996 à nos jours. Et les Américains ont décidé de le frapper. Malgré son statut de ministre d'État, il a été sanctionné. Ensuite, vous avez vu des sanctions de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne que l'on présentait comme le premier allié occidental du Rwanda parce qu'il y avait un deal entre immigrés, venir quitter la déportation des immigrés vers le Rwanda, et donc la Grande-Bretagne était hésitante. Mais parce que nous avions une diplomatie forte et parce qu'il y a eu un changement au niveau du gouvernement britannique, les Britanniques ont été parmi les premiers à sanctionner le Rwanda. Et n'oubliez pas que je vous avais dit tout à l'heure que le modèle économique du Rwanda, c'est 40% les activités illicites dans l'Est de la RDC et c'est 40% l'aide internationale. Et donc, lorsque les sanctions ont commencé à tomber, le président rwandais n'avait pas d'autre choix que d'accepter de venir rejoindre la voie de la paix pour qu'on arrive à ce qu'on a comme accord aujourd'hui. Vous avez vu le 18 mars, le président Tshisekedi, autour de l'émir du Qatar, rencontrer les présidents rwandais. C'est cette photo-là de Doha qui a mis une pause sur les sanctions qui devaient arriver au Rwanda. Et c'est après, justement, cette photo à Doha que vous avez vu qu'il y a des discussions qui ont commencé entre leurs complices congolais et les représentants du gouvernement. Alors, depuis le 18 mars, il y a 5 choses qui se sont passées. On a eu la déclaration du 18 mars. Je signale que je parle à des narrateurs, je parle à des historiens du présent dans un sanctuaire. Ça veut dire que vous et nous, nous sommes de ceux qui doivent toujours lire. Parce que l'une des raisons du conflit dans lequel nous sommes, c'est parce que parfois les uns les autres n'ont pas appris le Congo, c'est parce que parfois les uns les autres ne lisent pas et se contentent des commentaires orientés et truqués qui pullulent sur les réseaux sociaux. Je vous ai plus ou moins expliqué la philosophie ou la stratégie du Rwanda dans la compréhension ou dans les déroulés de cette guerre. Il est donc important que vous et nous, nous nous assurions que nous lisons toujours ce qui est écrit. Et donc, depuis Doha, il y a eu le 23 avril un communiqué conjoint qui a été préparé par les supplétifs du Rwanda, donc les M23, et les représentants du gouvernement qui rappelaient la nécessité pour tout le monde de travailler pour aller vers la paix. Parce que le choix d'aller vers la paix que le président rwandais a pris, en réalité, c'est le choix pour lui d'être sûr que son régime survit. Parce que si les sanctions continuent avec la détermination du président Tshisekedi, il serait lui étouffé et ne serait pas en mesure de continuer les modèles de gouvernance qu'il a sur son pays. Et puis vous avez vu à Washington le 25 avril, il y a eu une déclaration de principe. Une déclaration de principe, ça veut dire que nous et les Rwandais, on est assis. On a défini les principes qui ont abouti à la signature de cet accord. Dans cet accord, j'ai entendu beaucoup de gens parler. Ah, on a consacré le bradage, on n'a pas respecté les intérêts de la RDC, mais je ne sais pas si combien d'entre vous ont vraiment lu cet accord. Si vous lisez cet accord, vous allez voir que
toutes nos lignes rouges ont été respectées. La première ligne rouge, c'est le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Lisez dans l'accord, vous allez voir. Premier acquis. La deuxième chose que nous avons obtenue dans cet accord, c'est aussi la souveraineté sur nos ressources. Parce que dans cet accord, on dit « Ah, on va tout donner aux Américains, on va tout donner au Rwanda ». Non, c'est faux. Avec les Américains, nous avons une relation économique. Dans le cadre de nos rapports économiques avec le gouvernement américain, nous sommes dans une phase où nous discutons sur ce qu'on appelle le deal minier. On n'a pas encore conclu. Les mines en RDC, ce n'est pas seulement dans les provinces de l'Est. Les mines en RDC, c'est partout, y compris ici au Congo central. Parce que vous avez vu qu'il y a des Japonais qui vont explorer le manganèse, exploiter les manganèses au Congo central. Nous sommes bénis de partout. Et donc ici, au point, je crois que dans l'accord, on nous a parlé de l'intégration régionale. J'ai rappelé tout à l'heure, c'est que nous étions dans la CEPGN. J'ai rappelé tout à l'heure que nous appartenons à la fois à l'Afrique centrale, à l'Afrique de l'Est et à l'Afrique australe. Et que la République démocratique du Congo, avec ses 9 pays voisins, est les principaux pays moteurs du développement économique de toute l'Afrique. Mais pour qu'on arrive à cette intégration régionale dans l'esprit de l'accord, il faut avoir d'abord une paix. Il faut avoir une paix durable. Lorsqu'on a consolidé la paix, ce n'est qu'après qu'on peut parler d'économie. Je ne sais pas si vous comprenez les cheminements de ceux qui ont négocié cet accord. Et donc, il n'y aura pas une intégration économique sans avoir une paix. Alors, pourquoi cet accord vient tuer les modèles économiques du Rwanda aujourd'hui? Parce que dans cet accord, on parle de transparence. On parle de mettre fin au trafic illicite. Donc, dès que vous amenez la transparence, dès que vous mettez fin au trafic illicite, ça veut dire que tout l'or produit par les vols à l'est de la RDC ne se fera plus. Ça veut dire que, et les Américains se sont engagés à être des partenaires économiques de la RDC. Vous n'allez jamais voir une entreprise américaine venir investir là où il y a trafic illicite. Vous n'allez jamais voir une entreprise américaine venir investir là où il n'y a pas de transparence. Alors c'est qui gagne? Est-ce que ce n'est pas la RDC? Alors, il y a aussi une question dont on parle souvent. On dit, l'une des raisons pour laquelle nous avons des défis au plan militaire, mais c'est parce que notre armée était infiltrée. Je vous ai parlé du passage de James Kabarebe en 1997 comme chef d'état-major général. Et si vous regardez toutes les fois qu'on a eu des crises des CNDP-DM 23, ce sont nos propres officiers qui se révoltent contre l'État. Et donc nous, dans le cadre des discussions que nous avions à Washington, nous avions une ligne rouge. Je vais vous lire le point 1. Si vous regardez le point 1 de l'accord, le chapitre 2 de l'accord, le point 3, on dit intégration conditionnelle dans les forces de sécurité. Toute réintégration éventuelle des combattants dans les forces armées de la RDC et la police nationale s'effectue de manière rigoureuse, individualisée et conditionnelle, au cas par cas, sur base de critères clairs, y comprenant l'aptitude physique et morale, en particulier le respect et l'absence des violations graves du droit international humanitaire, et enfin, la partie la plus importante pour moi, c'est la loyauté envers l'État et les institutions. Mais pourquoi pensez-vous qu'on parle de loyauté? C'est un accord qui a été signé au département d'État. Et vous avez vu vous-même le président américain, comment il a fait de ça un événement. Et chaque fois qu'il prend la parole, il parle de la crise en RDC parce qu'il espère mettre fin
à la guerre ici qui dure 30 ans. Ça, nous avons mis fin au brassage et au mixage. Et aujourd'hui, le 30, au moment où je vous parle, il y a des délégués de la RDC, du Rwanda et des Américains qui se réunissent à Washington pour voir comment les mettre en œuvre. Mais cet accord ne pourra véritablement être mis en œuvre que lorsque nous allons terminer à Doha. C'est pour ça que vous avez vu le 19 juillet, il y a eu la signature d'un accord de principe. C'est cet accord de principe qui nous permet de tracer la voie pour qu'on voie comment on a réglé les problèmes du père, le Rwanda, à Washington, comment on va régler les problèmes du fils à Doha avec les supplétifs, et ensuite on peut avoir sur papier tout ce qu'il nous faut pour aller vers la paix. Et qu'on ne vous trompe pas, que ce soit à Doha ou à Washington, nous avons fait prévaloir nos lignes rouges et nos principes. Et d'ailleurs, si vous regardez dans la déclaration de principe, on parle même de restauration de l'autorité gouvernementale. Alors, parce que nous avons tout mis sur papier, nous, on ne va pas faire de polémique, on ne va pas faire des échanges. Vous avez vu le président rwandais, comment il a réagi à la signature des accords. Vous avez vu les supplétifs, comment ils ont réagi à la signature de l'accord de principe. Mais nous, on ne va pas aller avec eux dans la polémique. Nous, on attend que chacun respecte ce qu'il a librement signé et souscrit. Alors, je veux aller, et vous savez qu'au-delà de ce qui s'est fait à Doha, au-delà de ce qui s'est fait à Washington, il y a des discussions qui se font en interne. Le président avait parlé de consultations nationales. Après les consultations nationales, vous avez vu les honorables Fayulu et Muzito aller à sa rencontre. Vous avez vu les présidents, même si certains pensaient que les présidents n'avaient pas prévu de recevoir le prêtre, mais le président a reçu les prêtres parce que le président est un homme de paix. Mais ici, il ne faut pas oublier que l'origine de la crise, elle est d'abord due à l'agression extérieure. Et que même si nous avons des problèmes en interne qu'il faut régler, on ne peut pas régler nos problèmes en interne en violation du respect de l'ordre constitutionnel. N'oubliez pas qu'il y a eu élection et que lorsqu'on a choisi la voie des élections, c'est la voie du peuple qui gagne et qui triomphe. Et donc maintenant, lorsqu'on a expliqué tout ça, c'est quoi votre rôle? Depuis que je suis au ministère de la Communication et des Médias, il y a un mot ou une expression que j'utilise souvent, changement de narratif. Mais pourquoi pensez-vous que je le dis? Parce que le Congo est mal raconté. Ceux qui parlent du Congo en parlent de quelle manière? Les plus souvent, c'est les médias internationaux. Mais nous sommes dans une école de journalisme. Je me souviens d'un de mes profs qui me disait, l'événement, c'est pas quand le chien mord l'homme, c'est quand l'homme mord le chien. L'événement, c'est pas quand les trains arrivent à l'heure, c'est quand le train arrive en retard. Les journalistes, leur boulot au départ, ce n'est pas de raconter les bonnes nouvelles. Je suis désolé. Notre boulot, c'est d'être sûr, les plus souvent, de dire ce qui ne va pas pour que ça s'améliore. C'est en cela qu'on nous considère comme quatrième pouvoir. Mais dans le contexte qui est la République démocratique du Congo, il est particulier. Parce que si nous voulons avoir des médias puissants, si nous voulons que vous, dans ce que vous allez devenir, dans les emplois que vous allez exercer, que vous puissiez être bien payés, comme les réformes que nous implémentons, nous devons avoir un pays pacifié. Nous devons avoir un pays bien raconté. C'est ce qui va nous permettre d'attirer les investisseurs. Alors, est-ce qu'il faut laisser que le pays ne soit raconté que par les journalistes ou par les ONG? Les ONG font un travail extraordinaire. On ne va pas ne pas reconnaître le travail qui est fait par les ONG. Mais les ONG n'ont pas vocation à voir que les réalités qu'elles dénoncent se terminent. Parce que si ça se termine, elles vivront de quoi? C'est pour ça que nous, dès qu'on est arrivé, nous nous sommes dit, un peu comme le professeur a évoqué Lubumba tout à l'heure, qui doit raconter l'histoire de la RDC?
Est-ce que ce n'est pas les Congolais? Qui doit nous dénier notre pouvoir de parler de ce que nous sommes? C'est pour ça que c'est important pour vous qui êtes des apprenants en journalisme, pour vous qui êtes les narrateurs du présent, de comprendre que chaque peuple a le droit de se raconter. Et lorsque les peuples se racontent, vous regardez par exemple l'industrie cinématographique américaine. Lorsque vous regardez les films américains, vous n'avez pas l'impression qu'ils ont perdu des hommes au Vietnam. Mais lisez l'histoire de la guerre du Vietnam. Vous allez voir les défaites ou les pertes que les Américains ont subies là-bas. Et donc il y a un besoin pour nous de comprendre et de raconter notre histoire avec notre propre mot, nos propres mots, avec notre recul. Parler de notre Congo central, parler de notre Bukavu. Ce n'est pas les autres qui doivent parler de ça. Mais pour qu'on arrive à bien parler de ça, nous devons combattre l'ignorance. Est-ce que les Congolais connaissent les Congos? Est-ce que si on vous pose la question aujourd'hui, là où vous êtes, est-ce que vous connaissez les Congos? Votre réponse sera laquelle? Sûrement oui. Mais je peux aller plus loin. Le Congo a combien de provinces? Vous allez me dire 26. Je suis d'accord avec vous. Mais si je disais, j'ai besoin de 5 étudiants qui me donnent les noms de chefs-lieux de toutes les 26 provinces, je ne suis pas sûr qu'on trouvera les 5 à la première occasion. C'est pour vous dire que le Congo en lui-même, c'est une thèse. Le Congo en lui-même, c'est un travail de mémoire. Le Congo en lui-même doit être l'objet de nos études au quotidien. Parce que lorsque vous parlez à Kamba Ibwacha, lorsqu'il vous parle du Congo qu'il a connu, ou des merveilles de langue congolaise, vous vous rendez compte que vous êtes ignorant. La tâche de connaître le Congo dans son histoire politique, dans sa géographie, dans son histoire géostratégique, dans son histoire géologique, dans son histoire hydrographique, dans son histoire électrique. Est-ce que vous faites un effort? Je veux vous donner un exemple. Lorsque nous parlons du Congo pays solution, vous pensez qu'on les dit pourquoi? Léopold II, vous avez sûrement appris dans l'histoire que c'est l'un des souverains les plus cruels. On coupait les bras aux Congolais. À l'époque, il n'y avait pas d'avion. Dans les années 1800, pour les caoutchoucs, parce que le monde venait de connaître la révolution industrielle. On avait besoin des pneus. Et 10 millions de Congolais sont morts parce que le monde avait besoin du caoutchouc pour faire de pneus. C'est venu d'où? Ici chez nous. Autre exemple, narrateur du présent. Le premier citoyen non américain a bénéficié de la plus haute distinction du gouvernement américain, s'appelle Edgar Singier. Il était patron de l'Union minière du Haut-Katanga, ce qu'on appelle Gécamine aujourd'hui. Donc, les Belges qui ont exploité les VA, fait du caoutchouc, ils ont quitté les caoutchoucs pour aller dans les mines. Et c'est eux qui donnent l'uranium qui a construit la première bombe atomique. Et vous savez que c'est la bombe atomique qui a consacré la toute-puissance américaine. Parce que c'est ce qui a permis de mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale et à faire capituler le Japon. Est-ce que vous savez que cet uranium venait de chez nous, Chikolombwe, pays solution? Vous voulez encore un autre exemple? Vos téléphones d'aujourd'hui. Vous voulez un autre exemple? L'environnement, les climats, notre forêt. Vous voulez encore un autre exemple? Les tourbières. Je peux vous donner des milliers d'exemples du rôle stratégique que notre pays joue dans le monde aujourd'hui. Alors, est-ce que ces pays-là doivent continuer à être racontés par les autres? Non. C'est pour ça qu'il est important que nous tous, nous arrivons à comprendre cela. C'est pour ça que lorsque nous avons parlé du poison rwandais, les gens au niveau du Rwanda étaient totalement décimés parce que vous avez compris les mensonges qui nous relayent. J'ai rigolé encore hier ou avant-hier. J'ai vu que
il y a quelqu'un qui a réagi lorsque je disais à vos amis de l'UNIKIN que si vous avez l'occasion de croiser un compatriote Munyamlenge, faites une photo et partagez-le. On dit voilà, le gouvernement de la RDC distille les discours de haine. J'ai envie de dire que c'est ridicule, parce qu'il n'y a pas un seul pays, un seul gouvernement qui prône autant la paix que les nôtres. Il n'y a pas un président de la République qui s'est autant investi dans la protection de toutes les communautés congolaises que le président Félix Antoine Tshisekedi. Et tous les jours, c'est les discours que nous faisons. J'aurais voulu, et il aurait été plus sérieux celui-là, en disant que même s'il peut y avoir des problèmes des communautés, un président étranger ne peut pas se permettre d'utiliser le tiers de son armée pour aller tuer des femmes, pour aller tuer des enfants dans leur propre pays. Et donc vous avez comme ça ces Congolais complices du mal qui n'ont aucune gêne à venir en plus défendre ceux qui tuent leurs propres frères. Je vous ai démontré tout à l'heure qu'on ne peut pas répondre par le meurtre lorsque vous estimez qu'une partie de la communauté est stigmatisée. Encore que chez nous, ce n'est pas le cas. Parce que nous avons le ministre Alexis Guissaro, pas seulement, nous avons des vaillants officiers dans nos forces armées qui meurent sur le bal rwandaise, que ses compatriotes ne dénoncent pas, mais qui est très enclin à être utilisé par la campagne qui symbolise justement tout ce que nous ne voulons pas parce que nous voulons nous construire la paix. C'était une parenthèse. Et donc, je vais finalement terminer, atterrir, prof, pour donner la parole au narrateur, pour dire, mais pourquoi on vous dit tout ça? Pourquoi on vous explique tout ça? Parce que vous avez un rôle à jouer. Moi, j'appartiens déjà à, j'ai envie de dire, à une vieille génération. Même si certains vont me dire ici, alors, vous êtes encore jeune. Non, la question n'est pas seulement de l'être. La question pour nous, et c'est en cela que votre rôle est important, c'est qu'est-ce que nous commençons à faire là où nous sommes. Vous êtes étudiant, ne pensez pas que parce que vous êtes étudiant, vous devez attendre demain. Moi, j'étais étudiant ici, mais je travaillais. J'étais étudiant ici, j'étais conseiller à la primature. Et d'ailleurs, je regrette, j'ai formulé la promesse au professeur, au recteur magnifique, que je reviendrai dans ces sanctuaires pour parachever mon cursus universitaire. Comme ça, avec l'expérience que nous avons accumulée, avec ce que nous pourrons avoir comme bagage de nos professeurs qui sont encore ici présents, on pourra maintenant revenir, Dieu voulant, si on le mérite et si nous réussissons, dans l'auditoire pour vous partager ce qu'on aura pu cultiver. Et donc, considérez que dès que moi je termine cette communication, vous avez une responsabilité. Vos téléphones, vos articles doivent servir à porter la cause nationale, doivent servir à porter notre fierté. Notre fierté ne signifie pas soutenir forcément le président de la République. Ce n'est pas cela notre fierté, forcément. Notre fierté, c'est de dire, et vous le faites si bien, c'est de mettre les drapeaux sur le front, c'est de mettre les drapeaux sur le cou et considérer que nous sommes un pays grand et nous construisons notre grandeur. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous avons des difficultés, des problèmes de sécurité qui feront en sorte que demain nous ne soyons pas grands. Je ne vous dis pas. Moi, j'étais initialement étudiant en architecture. J'ai fait préparatoire à l'Institut du bâtiment et des travaux publics avant de venir ici. Le parcours n'a pas du tout été facile, mais c'est parce que j'ai su briser de rêves et en construire d'autres. Et donc ne considérez pas que les problèmes que nous avons aujourd'hui au Congo sont des problèmes qui vont demeurer. Considérez que ces problèmes-là sont des opportunités pour faire de nous des grands chercheurs, de grands professeurs, de grands hommes d'État. Et donc considérez que vous êtes dans les pays qui vont vous donner toutes les opportunités. Moi, je n'ai pas étudié à l'étranger.
Je suis un pur produit local et fier de l'être. Mais pour le devenir, et vous avez plus de chance, parce que vous avez en plus Internet. Alors allez sur Google, documentez-vous, devenez ceux qui vont être les meilleurs Sylvie Elengue de demain, les meilleurs Kambouai Boacha de demain et le meilleur Patrick Mouyaya, pourquoi pas. Professeur, vous dites Kwajik, donc merci pour votre attention. Y a-t-il des questions? Oui. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Gédéon Lusakweno, étudiant en L3 dans la faculté de communication publique et développement, département communication, santé et environnement. Monsieur le ministre Mouyaya, j'ai deux questions pour vous. Justement, vous avez tout à l'heure si bien exposé, on a compris l'histoire et les narratifs congolais. Mais monsieur le ministre, pas plus tard que le début de cette semaine, cet accord a même été approuvé au niveau du Parlement rwandais. Mais le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a réaffirmé justement dans ses propos que le Rwanda ne retirera pas ses dispositifs de défense le long des frontières avec la République démocratique du Congo tant que le menace que représente le groupe terroriste FDLR ne sera pas neutralisé de manière définitive. Depuis la signature de cet accord, qu'avez-vous déjà fait en tant que gouvernement pour neutraliser les FDLR, puisque c'est dont le Rwanda est toujours en train de décrier jusqu'à maintenant. Et une dernière question, ministre. Vous avez tout à l'heure affirmé ici que vous attendez que chacun des partis respecte l'accord. Et je vois ici dans l'accord, j'ai même essayé de lire l'accord dans le premier chapitre où on parle de l'intégrité territoriale. Oui, vous avez si bien dit que l'intégrité territoriale de la RDC sera respectée. Il y aura aussi l'intégrité territoriale du Rwanda qui doit être respectée et le Rwanda met en avant justement la neutralisation des FDLR. Alors, monsieur le ministre, et si le Rwanda, après tous ces fronts menés, diplomatiques, économiques, médiatiques, le Rwanda ne respectait toujours pas ces accords, qu'allez-vous faire en tant que gouvernement? Irons-nous à la guerre ou pas? Et une dernière, ce n'est pas une question, mais la plaidoirie des étudiants. Attention, timing. Le narratif, c'est aussi le changement. Monsieur le ministre, le bâtiment de l'UNICIC a besoin d'un renouveau. C'est vendredi, si vous allez dire au président de la République, comme il a fait à l'UPEN, comme il a fait à l'UNIKIN, ainsi qu'à l'université de Mbujimaï. Nous avons besoin d'avoir un nouveau bâtiment pour bien apprendre et bien raconter l'histoire de la République démocratique du Congo. Merci. Merci. Je suis Kiran Toumba Teresa, étudiante en Master 2 journalisme. Quelles sont les stratégies concrètes que vous avez mises en place dans votre ministère pour permettre à la jeunesse congolaise d'accéder à un narratif national véridique et rassembleur capable de renforcer son engagement pour la paix? Merci, je suis Nicolas Moto, étudiant en 3e licence et ministre des Finances à la coordination estudiantine. Qu'est-ce que les gouvernements de notre pays prévoient lorsque notre pays n'aura plus de richesses à offrir comme étant levier de négociation? Je suis Kabea Vubu, étudiant de L3 en journalisme et presse audiovisuelle et numérique. Comme vous avez dit, les autorités rwandaises, notamment James Kabarebe, a été sanctionné. Quelles sont les conséquences réelles de ces sanctions? En quoi est-ce qu'est important ces sanctions pour la République démocratique du Congo? Merci. Je réponds au nom de Bota Kaboke, la Britannie. Je suis étudiante à l'UNICIC ex-IFASIC en aide de communication des entreprises. Quelles sont les limites à ne pas franchir pour éviter que cette souveraineté ne devienne une restriction à la liberté d'expression? Et ma deuxième question est comment l'État accompagne-t-il les journalistes et créateurs congolais dans la production de contenu patriotique et crédible? Alors, je veux commencer par la question de Madame Brittany. La télévision nationale, elle est représentée ici. Je crois que c'est l'une de vos enseignantes. Je crois que c'est aussi une dame qui est passée par ces sanctuaires. C'est que les heures d'antenne, notamment à travers la tranche congolais Téléma,
qui est représentée ici, je vois Madame Virginie Lofembe, c'est des tranches qui sont conçues justement pour permettre à tous ceux qui ont à dire, à tous ceux qui ont des vidéos et des messages à passer, de venir répondre à l'appel de la campagne qui avait été lancée par la Première ministre Judith Suminwa le 6 mars, Congolais Téléma. Et donc, pour tous ceux qui ont de support, je vous suggérerais de passer par cette voie. Mais bien au-delà, comme ministère de la Communication, comme ministère de la Culture, dans la limite de moyens qui sont les nôtres, nous accompagnons les initiatives de Congolais partout dans le monde. Pour exemple, nous avons accompagné l'initiative du concert Solidarité Congo en avril dernier. C'est des compatriotes qui vivent en France qui ont pris une initiative patriotique et nous avons vu notamment comment contribuer. Nous avons pris des droits de diffusion et grâce à la télévision nationale New Look, vous avez pu voir en 4K le concert en live. Donc considérez qu'il y a de la place au niveau du gouvernement, il y a de la place au niveau de la télévision nationale, mais considérez aussi qu'il y a de la place dans les initiatives privées parce que finalement, nous ne serons pas toujours en mesure d'absorber toutes les initiatives qui viennent, mais au moins nous pourrons avoir une oreille pour vous orienter. Sur le premier volet de votre question, je ne suis pas sûr de l'avoir bien comprise. Vous parlez de souveraineté, vous parlez des libertés d'expression. Bon, peut-être qu'ici, ça renvoie à la question de l'indépendance de journalistes. Vous avez vu notre ami Gédéon Lusakweino, je ne sais pas s'il est de la famille ou pas, mais bon, c'est aussi dans les sens que des questions sont posées de l'autre côté, a parlé et a cité les ministres des réseaux sociaux, parce que finalement, Gédéon, considérez qu'il vous suivra, parce que c'est les premiers téléspectateurs du briefing. À la fin de chaque briefing, il a toujours une réaction. Mais considérez qu'il n'y aura jamais un étudiant rwandais au Rwanda qui s'élèvera et qui prendra référence à ce que dit Patrick Muyaya ou à ce que dit Thérèse Kaikwamba. Parce que de l'autre côté, ils n'ont pas le droit à l'opinion, ils n'ont pas le droit à la critique. Tout est fait et tout est strictement contrôlé. Et donc, aujourd'hui, notre travail ne consiste pas à amener la censure. Notre travail consiste à mettre à disposition des professionnels de médias à intervalles journaliers des éléments d'information sur le conflit. Et nous, ici, on a peut-être trop de transparence parce que parfois, même sur certains plateaux, vous avez des personnes qui ne sont pas expertes, mais qui sont des nuancologues, qui pensent parler mieux que les militaires de la situation militaire au front. Et donc, on ne peut pas, dans un registre de conflit comme celui que nous avons, n'est pas être en mesure, notamment avec les CESAC, de prendre des dispositions pour canaliser la parole publique. Non pas pour la bloquer, mais pour s'assurer que ceux qui viennent s'exprimer ne font pas l'apologie du terrorisme ou ne relayent pas. Parce que dans un contexte où tout le monde prend la parole, il peut y avoir des infiltrations, des gens qui sont censés venir dire des choses qui peuvent être retournées contre nous pour dire « Regardez, en RDC, on promeut les discours de haine ». Donc nous, on ne va pas lésiner sur les acquis que nous avons grâce à notre démocratie et aux réformes que nous avons engagées avec le soutien du président de la République et du gouvernement, mais ici, nous en appelons de manière permanente à la responsabilité des journalistes et à tous ceux qui prennent la parole publiquement parce que nous sommes dans un état de guerre. Alors, Gédéon, parce que vous avez pris la référence qui, pour moi, n'est pas la bonne, parce que l'objectif, justement, des communications qui viennent de l'autre côté. Vous savez, nous, quand nous parlons, ça gravite chez nous. Mais eux, quand ils parlent, ils comptent sur nous pour faire la diffusion de ce qu'ils disent. Et il n'y a aucune communication qui ne soit pensée ou faite par les dirigeants rwandais qui ne comptent pas profiter de la pluralité de nos opinions. Parce que les plus souvent, c'est nous-mêmes qui partageons. Voilà, Kagame a dit ceci, voilà, son ministre des réseaux sociaux a dit cela.
Et donc, nous exportons, parfois involontairement, leurs idées. Et lorsque nous engageons un débat, parce que vous estimerez peut-être que le ministre ne m'a pas convaincu dans sa réponse, vous donnez de l'espace à un discours qui n'a pour objectif que d'apporter la confusion chez nous. Dans les textes ici, les choses qui ont été consignées ont été lues. Et ces choses sont claires. C'est parce que d'ailleurs, on était dans un cadre diplomatique où on a parlé de lever des mesures de défense. Mais en réalité, je parle à des historiens du présent, ce n'est pas lever des mesures de défense, c'est le retrait de l'armée rwandaise. C'est ça, en d'autres termes, c'est que cela veut dire. Mesure de défense est un terme savant et cela est prévu notamment dans les cadres du CONOPS ou de la résolution 2773. Et cela doit se faire de manière simultanée. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une réunion aujourd'hui à Washington entre eux, les Rwandais, et nous, pour voir dans quelle mesure, dans les cadres de ce qui est prévu ici, dans les textes, chapitre 3, mécanisme conjoint de sécurité. Il faut le lire, parce que même en annexe, vous allez voir qu'il y a, je pense, le mode opératoire ou le mode de fonctionnement de ces mécanismes conjoints. C'est ces mécanismes conjoints qui combinent pas seulement les politiques, mais il y a une composante militaire qui fait mention à des opérations contre les FDLR. Et si vous lisez dans cet accord, dans les annexes, il est prévu qu'il y ait une phase de sensibilisation, qu'il y ait une phase d'intégration des FDLR dans leur pays qui est le Rwanda. Donc leur vocation n'est pas de rester ici et la vocation n'est pas de tuer. Parce qu'actuellement, nous savons par exemple que dans les groupements des Binza, en territoire des Rutshuru, il y a des massacres sur des paisibles citoyens. On nous a parlé d'à peu près 169 ou 300 morts. En l'espace de quelques jours, il y a un article de Reuters qui en parle. C'est pour vous dire, et derrière ces massacres, vous allez voir que sûrement on a ciblé la communauté Hutu parce qu'on pense que tous les Hutus sont des FDLR. Donc il faut éviter de faire cette confusion. Les FDLR, même s'ils sont Hutus, mais tous les Hutus ne sont pas des FDLR. Et donc c'est une question centrale du conflit. Et dans le CONOPS, il est prévu que cela s'efface simultanément. Donc on ne va pas nous venir, on commence à attaquer, puis à un point, on dit ok maintenant c'est bon et eux sortent. Non, ça doit se faire. Vous avez posé une question, si l'accord n'est pas respecté, qu'allons-nous faire? Il y a la réponse ici. Il y a un mécanisme de supervision. Les mécanismes de supervision comprennent des garants de l'accord. Les Américains et les Qataris. Bon, on présentait à l'époque Kagame comme l'enfant chéri des Américains. Est-ce que vous pensez que lui va oser? Vous avez vu qu'ils se sont organisés pour ratifier les contenus de cet accord parce qu'ils savent que leur avenir économique et politique est lié au respect de ces textes. Mais bien au-delà de ce que les pays qui sont dans la supervision vont faire comme travail, mais nous-mêmes, ce n'est pas parce qu'on parle de diplomatie que notre armée n'est pas en train de travailler. Ce n'est pas parce qu'on parle de diplomatie que notre justice a arrêté de documenter. Ce n'est pas parce qu'on parle de justice que tout ce qu'on a engagé comme process au plan économique se sont arrêtés. Donc nous allons nous assumer comme État parce que ce que nous, on appelle intégrité territoriale, doit être respecté exactement comme nous respectons l'intégrité territoriale de nos voisins. Alors, Madame Thérèse a posé une question intéressante sur la lutte contre la manipulation. Avant d'y arriver, je voudrais demander à la technique de me préparer de deux derniers slides sur ce que moi j'attends de vous et ça me permettra de donner une réponse plus détaillée à votre question. Alors, la question du ministre des Finances. Superbe portefeuille qui parle évidemment d'économie. D'abord, moi, je ne suis pas spécialiste en géologie, mais je ne pense pas que nos ressources de notre vivant peuvent s'épuiser. Parce que nous avons un pays où on continue encore à découvrir. On me parle de niobium, on me parle de pyrochlore,
Et si vous regardez dans les tableaux de Mendeleïev, vous avez presque tout, parce que quelqu'un a semblé même me dire qu'au Congo central, il y avait des terres rares. Ou quelqu'un me dit qu'il y a des fusions. Et je ne suis pas sûr. Et dans ce qui s'est fait, il faut faire attention et ne pas tomber dans les pièges. Parce que lorsque nous sommes les États, nous disposons ou nous utilisons des leviers à notre disposition. Ici, les leviers qu'on peut considérer qu'on a utilisés, je disais tout à l'heure, il ne faut pas confondre les deals que nous préparons avec les Américains, qui va porter sur l'arrivée ou des investissements américains dans toute la République démocratique du Congo, et pas que dans cette région, n'est pas à confondre avec ce qu'on a prévu dans le cadre de l'intégration économique régionale. Parce que la raison de la guerre, c'est laquelle? Ce n'est pas les discours de haine, ce n'est pas la présence des réfugiés congolais au Rwanda, ce n'est pas la présence des FDLR. Les vraies raisons de la guerre, c'est l'économie. C'est pour ça que le président américain a commencé par envoyer les docteurs Boulos pour faire un déminage. Et aujourd'hui, ne pensez pas. Et c'est en cela que l'histoire est importante. Je parlais de CEPGL ici. Mais si vous regardez le massif du Virunga, il y a une partie du massif du Virunga qui traverse vers le Rwanda. En 2016, la RDC était 18e destination touristique mondiale. Mais 80% des visiteurs sont venus par le Rwanda. Aujourd'hui, nos gorilles sont vus par le Rwanda parce qu'ils se sont assurés que l'épicentre de la guerre soit le parc de Virunga. C'est peut-être une dimension qu'on ne vous dit pas dans ces conflits. Et donc, quand nos gorilles vont de leur côté, eux, ils en profitent. Alors, dans le cadre, justement, parce que la vocation pour nous, à travers tous ces processus, c'est de parvenir à la paix. Lorsqu'il y aura une paix définitive et durable, la prochaine étape sera les développements et les échanges économiques. N'oubliez pas que la frontière RDC-Rwanda est l'une des frontières les plus fréquentées au monde. N'oubliez pas qu'il y a des Congolais qui travaillent au Rwanda et qui dorment au Congo et vice-versa. C'est des innocentes populations. Et nous, les présidents de la République, aiment à le dire qu'on n'a aucun problème avec le peuple rwandais. Parce qu'ils seront indéfiniment là où ils sont. Et donc ici, il faut qu'on regarde. On a le même lac. Le gaz est exploité de l'autre côté. C'est évident que dans les gaz qui est pompé du lac, sûrement qu'il y a une partie du gaz qui est pompé, qui revient sur nos eaux. Alors, on a nos droits à réclamer là-bas. J'ai parlé de Sénélac, de l'électricité. Donc ici, il faut dépasser les prismes des polémiques politiciennes de ceux qui ont voulu faire croire qu'on a bradé nos ressources pour avoir la paix. Non. Ici, au contraire, on veut assurer les contrôles, on veut reprendre la souveraineté de nos ressources et de nous assurer que ces ressources profitent d'abord au peuple congolais et que par la suite, parce qu'on aura la paix, on peut collaborer pour partager nos ressources avec les autres pays voisins. Et donc, il faut considérer qu'au-delà des ressources, aujourd'hui, quand vous regardez les modèles, par exemple, de la Belgique, ils ont fait la colonisation, ils ont pris ce qu'il y avait chez nous, ils ont investi dans les services, les banques, les assurances. Nous, notre pays n'a pas de vocation qu'à profiter de son potentiel minier. La vocation du pays, c'est aussi aller dans les secteurs bancaires, dans les secteurs des assurances ou dans les secteurs de la manufacture. On attend des possibilités qu'on peut développer pour faire vivre ce pays. Alors, je reviens à la question de Madame Thérèse qui posait la question sur la stratégie pour lutter contre la manipulation. Alors, c'est que nous avons fait en premier, parce qu'un gouvernement, c'est aussi son identité. Je parle à des praticiens, vous connaissez ce qu'on appelle charte graphique. Aujourd'hui, si vous allez dans tous les ministères, vous allez voir que tous les membres du gouvernement ont la même carte de visite. Vous allez voir que tous les membres du gouvernement ont la même farde. Parce qu'il fallait uniformiser. Mais au-delà de l'uniformisation de tous ces documents, il fallait récupérer la parole publique. Et aujourd'hui, ce que nous faisons rentre dans les cadres de cet exercice de redevabilité que nous faisons de manière régulière et permanente à la RTNC. Où tous les ministres, ça n'a jamais été fait ici en RDC, viennent s'expliquer sur ce qu'ils font et où les questions sont posées en direct, en mode ésu. C'est-à-dire que c'est comme vous me posez des questions. Ce n'est pas des questions qui sont négociées ou préparées,
c'est des questions qui sont posées de manière claire. Parce que nous savons qu'avec notre démocratie et notre opinion, la redevabilité est un point central de la stratégie. Et donc, ce que nous avons fait, nous nous sommes assurés d'être toujours en mesure de donner l'information. Et ce n'est pas seulement nous au niveau du gouvernement, c'est aussi l'armée, c'est aussi la police. Regardez, nous avons condamné l'odieux massacre sur de chrétiens à Komanda le dimanche dernier, mais j'ai communiqué après que l'armée n'eut communiqué. Ça se passe dans une zone opérationnelle, et donc c'est dans cette zone opérationnelle que la communication doit démarrer avant qu'elle ne se termine à Kinshasa. Parce que c'est aussi cela, les dispositifs que nous avons mis en place pour nous assurer que de manière régulière et quotidienne, nous arrivons à donner la bonne information. Alors, moi, ministre de la Communication, je ne suis jamais dicté par les buzz, ni la précipitation de Mme Rachel Kitita, parce qu'elle veut avoir les éléments d'information tout de suite. Mais moi, je ne suis pas tenu, parce que je dois être sûr que lorsque je donne mon information, que mon information ne fasse pas l'objet d'une quelconque dénonciation remise en question, dans un contexte où nous avons une opinion qui a la parole libérée, dans un contexte où n'importe qui peut mettre en doute ce que dit le gouvernement. Et donc, ne nous reprochez pas parfois de prendre le temps qu'il faut pour prendre les précautions, parce que lorsque nous communiquons, cela a forcément un impact sur le quotidien des populations. Voilà, je pense avoir ramassé toutes les questions. Il y a la question de notre ami Chouan KBA de L3 qui parlait des conséquences réelles des sanctions. Les sanctions sont prises dans un panel de décisions diplomatiques. On s'est dit, le Rwanda, on a commencé à l'avertir. Mais la stratégie permanente, c'est les reniements. Vous avez vos troupes en RDC? Non, 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 non. Mais tous les rapports les démontrent. Et les derniers rapports du groupe d'experts a été plus explicite sur la manière, en fait, les M23, c'est comme une petite brigade de l'armée rwandaise dans les opérations en RDC. C'est ce que dit le rapport. Le rapport, il ressort que le commandement, les renseignements, les munitions sont venues de là. Et donc, lorsque les pays occidentaux, parce qu'il y a des principes, des chartes qui régissent les organisations internationales, ce n'est pas pour rien que tout texte commence par des préambules. Lorsque vous regardez les textes à partir desquels s'est fondée la rédaction de ces statuts, de l'accord de principe ou de cet accord, vous allez voir qu'il y a la Constitution. Et donc, si vous regardez ces textes, il faut lire tous les textes qui sont utilisés en référence. Parce que ces textes ne doivent pas être lus de manière isolée. C'est des textes qui sont la conséquence de plusieurs processus. Et donc, avec cet appareillage, vous allez comprendre. Peut-être qu'alors, le prof Mikaï devrait encore consacrer un petit chapitre sur les sanctions. Moi, j'ai fait politique extérieure. Comme ça, vous pouvez mieux comprendre comment fonctionne cette mécanique. Voilà, monsieur le modérateur. Mes collègues ont aussi droit à la parole. Monsieur le secrétaire général académique, Excellence, c'est toujours une fierté de vous voir revenir de temps en temps ici, dans notre alma mater. Voici ma préoccupation. Excellence, vous avez montré que sur le plan communicationnel, le Rwanda pratique toujours les dénis. Vous l'avez dit au cours de votre exposé. Vous savez, Excellence, qu'en communication, les dénis est le refus systématique d'accepter la réalité, de regarder et de voir la vraie vérité en face. Les dénis est donc un comportement de peur. Mais en acceptant de signer l'accord de paix de Washington, le Rwanda n'a plus aujourd'hui les dénis. Il accepte ouvertement d'être en situation de guerre effective avec la République démocratique du Congo. Alors, nous les hommes et femmes de communication, nous savons qu'on ne peut effacer un déni qu'en créant un sentiment de sympathie, de cordialité entre deux partenaires. Alors, comment créer maintenant ces sentiments de sympathie et de cordialité alors que le gouvernement du Rwanda refuse systématiquement que sa population soit en contact
avec les médias congolais. C'était ça ma préoccupation, Excellence. Merci. Excellence, je vous remercie pour l'activité que vous menez ces derniers jours. Je vous suis de loin à travers les médias. Vous passez aux universités, vous rencontrez les jeunes. Je vous remercie parce que cette tournée, ce n'est pas superficiel. Vous avez dit à vos jeunes frères et sœurs ici que vous êtes passés par les journalistes politiques extérieurs. Et vous le savez, les Américains, au cours de la fameuse Deuxième Guerre mondiale, quand nous disons Deuxième Guerre mondiale 40-45, les Américains ne sont entrés en guerre qu'en 1942, alors qu'ils suivaient bien depuis 1939 les préparatifs de l'Allemagne. Nous le savons, en communication, les plus grands communicologues sont venus de l'Allemagne, de l'Autriche et tout ça à partir de 1939. Les Américains ont préparé leur opinion avant d'entrer en guerre. Et la fameuse attaque du 7 décembre de Pearl Harbor, ce n'était qu'un prétexte. Je le dis, pour que, quand vous passez devant les études, tout de suite, le journal. Grands communicologues sont venus de l'Allemagne, de l'Autriche et tout ça à partir de 1939. Les Américains ont préparé leur opinion avant d'entrer en guerre. Et la fameuse attaque du 7 décembre de Pearl Harbor, ce n'était qu'un prétexte. Je le dis, pour que, quand vous passez devant les étudiants, les jeunes, vous puissiez aussi préparer nos jeunes à nous préparer à ce qui va venir après la guerre. Votre sujet ici, c'est la pacification. Moi, je veux que vous puissiez aller plus loin que la pacification. Nous devons aller vers la capitalisation. Vous avez distribué ce texte, cet accord. Ce qui m'intéresse le plus ici, j'ai déjà lu, mais je insiste, c'est le chapitre 6, intégration économique. Ce n'est pas la première fois que nous soyons ensemble sur le plan économique avec les Rwandais. À l'époque coloniale, le professeur Kambaïla, il peut le répéter, nous étions ensemble. Les Rwandais sont venus travailler à la GECAMIN chez nous. Nous ne sommes pas ensemble depuis, nous sommes ensemble depuis toujours. Et puis il y a la CPGL. Mais à la CPGL, la vocation, c'était une sorte de trilatéralisme où nous étions tous égaux. Il n'y avait pas de supérieur. Or, quand nous passons de la pacification vers la capitalisation, cela veut dire qu'en étant à côté des Rwandais, c'est comme sur un marché boursier, nous allons chacun démontrer ce qu'il possède comme capital, comme richesse. Et les humoristes dans ce monde économique disent que le capital, c'est avec le C en majuscule. En étant à côté des Rwandais, dans ce fameux cadre de chapitre 6, nous avons toutes les occasions de montrer que c'est nous qui avons les ressources, c'est nous qui sommes supérieurs, et ainsi de suite. Eh bien, monsieur le ministre, je ne sais pas comment exprimer toute ma joie après vous avoir suivi. J'ai noté qu'on n'a pas perdu du temps parce que vous maîtrisez l'histoire de ce pays. Je me souviens vous avoir donné le secours en deuxième graduat et qu'aujourd'hui, le narratif que vous avez inventé permet à notre pays, comme l'a dit le recteur, mon recteur, parce que moi j'étais son académique, le professeur Ekambo, il faut qu'on revienne à la place que nous avons perdue dans le contexte de la géopolitique et de la géostratégie. Nous étions la RDC, le Zaïre, le leader, les grands lacs. Mais c'était nous qui décidions
qui réglions même les conflits. Alors, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec l'accord, voici un point central que je voudrais que tout le monde retienne ici. Notre pays, la RDC, est né en 1885, lors de la conférence de Berlin, mais les jeunes ne le savent pas. Ce sont les Américains, avec l'ambassadeur Stanford, qui ont permis à Léopold II de devenir le propriétaire de ce pays. Aujourd'hui, je suis très heureux de constater que ce sont les Américains qui se mettent debout pour mettre fin à cette guerre. Ils sont dans une logique. Quelle est cette logique? Voici un pays qu'on a mis en place, qui a fonctionné malgré les turpitudes de la vie, mais qu'on voudrait faire disparaître par des agressions répétées. Alors les Américains ont voulu y mettre fin. Et rassurez-vous, j'ai entendu des questions ici, que si le Rwanda ne respectait pas, non, je vous l'ai dit, le Rwanda va se plier. Il n'a pas de choix. Applaudissez, s'il vous plaît. Il n'a pas de choix. C'est ce que vous ne savez pas. Kagame, c'est le produit des Américains, créé pour remplacer le grand léopard Mobutu, qui tenait l'Afrique centrale. Alors, Kagame a montré ses limites. Sur quel point? Les massacres répétés. On veut avoir la richesse, mais est-ce qu'il faut violer les bébés? Est-ce qu'il faut faire déplacer les vieillards? Est-ce qu'on ne peut pas le faire autrement? Alors pour les Américains, Kagame appartient au passé. C'est ce que vous devez retenir. Et monsieur le ministre vient de vous dire, appropriez-vous de cette évolution des choses. Ça veut dire qu'il faut que nous soyons, nous, les défenseurs de notre pays. Pour dire que nous avons retrouvé notre place dans le concert des nations. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Le président nous a remis dans le concert des nations. Et monsieur le ministre, ce que je voulais dire, c'est vous donner une cote, hein, si je devais vous coter. Alors là, c'est intéressant. Écoutons, la cote. Et je vous aurais donné 10 sur 10. Oh là 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 là. Applaudissez. Merci. Merci beaucoup. Je suis très fier. Excellence, je reviens à une question qui fâche. Vous apprendrez quelqu'un dire, par exemple, les FDLR sont intégrés dans le FRDC. Je ne voudrais pas citer le nom de cette personne, sinon je ferai sa publicité, mais vous le connaissez. C'est donc un dilemme, Excellence. Qu'on neutralise le FDLR qui sont intégrés dans le FRDC. Alors tout de suite, faisons un syllogisme. Neutraliser le FDLR voudrait dire neutraliser le FRDC. Comment sortir de ce piège, encore une fois rwandais? Sinon, cet accord de Washington resterait une lettre morte. Ce qui n'est pas notre souhait. Voilà, c'est ça la question. Merci. Qu'on ne vous trompe pas. Si on vous dit que nous dormons à Kinshasa pendant que vous souffrez, on vous trompe. Je veux vous donner des exemples concrets. Vous savez qu'actuellement, on fait on a fait récemment des épreuves dans les écoles, je crois, secondaires ou au dernier niveau du primaire, TENAFEP. Mais on a pris en charge tous les frais de tous les élèves, dans le nord, dans le sud et même en Ituri. Parce qu'il y a malheureusement une tendance, et en cela que l'intervention du modérateur est cruciale, parce qu'on ne peut pas penser parler nation et combiner cette nation avec la notion des ethnies. Là, c'est tomber dans les pièges de ceux qui nous combattent. On en parle parce qu'eux, ils en parlent beaucoup dans l'esprit de ce que disait Max César.
on doit être en mesure d'entendre ce qu'ils disent pour tordre, justement, ce qu'ils racontent. Un peu comme ce que disait cet ancien sénateur que je ne citerai pas. Le président Kabila était ici, il n'avait jamais eu le courage que le président Tshisekedi a eu de dire que les Banyamulenge sont de Congolais depuis septembre 2019 et qu'on vienne faire un mélange. Moi, ma mère, elle est ronde du Lualaba. D'abord, il n'existe pas des tribus swahili au Congo. Les swahili, c'est une langue qui est parlée par plusieurs communautés. Je parle devant un historien spécialiste des langues à ma gauche, les recteurs magnifiques. Donc, cette tendance déjà à vouloir choisir certains de nos compatriotes et les labelliser, c'est vraiment la volonté de l'ennemi. Au Rwanda, on ne parle pas de Hutus et des Tutsis. Vérifiez. On sait que les Hutus sont majoritaires. Mais dans les vocables malins du régime rwandais, on parle des rwandophones. C'est pour ça que nous, lorsque nous prenons parole, on parle de Tutsis et de Hutus, parce qu'il faut faire la différence. Et donc ici, chez nous, ne tombons pas dans ces pièges. Premièrement. Deuxièmement, ceux qui sont à la base de la situation actuelle, c'est ceux qui nous ont agressés, qui ont attaqué une ville dimanche après-midi, coupé courant, eau, électricité. L'attaque qui commence par les camps des déplacés et sur des hôpitaux. C'est ceux qui sont à la base de la souffrance actuelle. Alors, ils ne peuvent pas, eux, alors qu'ils sont à la base, y compris du dernier massacre de Binza, venir se présenter en protecteurs et penser pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour monter les uns contre les autres. Nous, nous travaillons. Et c'est pour ça que votre première interpellation, pour nous, nous voulons rapidement arriver à l'objectif de la paix, parce que ce que nous voulons, c'est prendre en charge nos citoyens et les sécuriser. Parce que les autres, c'est une gouvernance par crise au quotidien. Tous les témoignages que nous recevons, vous êtes contestataires, on vous tue. On a lapidé des gens. Et donc, vous voyez que ça, c'est un point important. Ça me permet de revenir sur la question de cher Max. Écoutez, on a des choses qui sont écrites noir sur blanc, qui sont reproduites, qui étaient dans l'accord qu'on n'a pas signé à Luanda. Le CONOPS, il vient de Luanda. La résolution 2773. Et donc, ce qu'il y a ici, c'est le plan. Après, les uns les autres peuvent venir avec des prétentions, toujours dans l'objectif de s'aimer la confusion. On a des engagements, on a des mécanismes, on a des garants. Parce que c'est aujourd'hui, toutes les évolutions qui se feront seront monitorées par les services américains. J'ai fait mienne ce qu'a dit le professeur Mbikaï tout à l'heure. En réalité, le président Kagame n'a jamais été autant au bout du rouleau. Il peut parler, mais il y a des textes écrits, il y a des garants, il y a des sanctions. Et donc, s'il veut libérer son économie, il est bien obligé de faire la paix. C'est pour ça qu'il ratifie. Et donc, ici, l'essentiel, alors, Prof. Ekambo, la démarche que nous faisons, c'est une démarche qui vise justement à préparer les uns les autres à la paix. Mais on ne peut pas faire parvenir, préparer les esprits à avoir la paix tant que nous tous n'avons pas eu les mêmes entendements du cheminement du conflit. C'est en cela que votre présence est cruciale et votre expertise est requise dans la suite des activités connexes à cette conférence. On doit vous donner la parole, vous qui avez l'essence de l'histoire, les souvenirs, parce que vous avez été à un certain moment acteurs et présents, pour mieux éclairer nos jeunes, qui malheureusement sont aussi l'objet aujourd'hui de plusieurs sollicitations à travers les réseaux sociaux. Regardez les nombres des médias et les nombres d'informations qui tombent sur le portable de nos jeunes. Et donc, il est important de faire ces rappels historiques du côté pacifique et de la volonté qui a toujours animé les dirigeants de ce pays. Ça fait partie d'ailleurs de notre doctrine, c'est d'avoir des relations pacifiques avec tout le monde. Et donc, préparer la paix signifie aussi nous préparer à cohabiter avec les uns les autres. Et cette cohabitation, nous l'avons toujours eue. Et à madame, vous étiez notre assistante, cher professeur. À l'époque, il y a quand même une bonne quinzaine d'années, mais vous dites des choses pertinentes. C'est que l'accord, c'est la première preuve qu'il ne devrait plus y avoir du déni du côté du Rwanda. Surtout que cet accord a été ratifié, donc il rentre dans le cadre des instruments juridiques. Ils reconnaissent donc la plénitude, donc ils consacrent la reconnaissance du conflit, premièrement.
Pour y arriver, c'est un parcours. Mais deuxièmement, aujourd'hui, nous devons préserver nos acquis. Et qu'on ne vous trompe pas, la puissance des messages qui partent de Kinshasa font plier le Rwanda. Les peuples rwandais, quelles que soient les fermetures, les contrôles sur les réseaux sociaux, écoutent ce que nous disons. Mais beaucoup n'ont peut-être pas le courage de s'élever et de s'exprimer. C'est en cela que nous autres, par exemple, nous faisons partie des cibles du côté du Rwanda. Nous ne faisons pas la guerre avec des armes. Nous le faisons avec des mots parce que nous pensons que les mots ont des vertus. Et je pense que dans cet ordre-là, cet exercice d'aujourd'hui s'inscrivait dans le cadre de ces rendez-vous avec ceux qui écrivent, ceux qui apprennent les techniques de l'écriture et ceux qui apprennent comment parler aux autres pour qu'ils soient en mesure de préparer les uns les autres à la paix en connaissance des causes et en connaissance de l'évolution diplomatique. Voilà. Merci d'être venu nous parler, non pas comme un ministre lointain, mais en frère d'armes, en aîné aiguisant, venu pour nous équiper pour les combats nobles de la vérité, de la paix et de la souveraineté. Narratif. Soyez assurés, Excellence, que vous ne partirez pas le main vide. Vous nous laissez mieux que de discours. Vous nous avez armés de convictions et nous vous promettons de ne pas trahir cette sémence. Nous vous assurons que vous avez ravivé en nous le feu sacré de la patrie et que nous marcherons désormais à vos côtés en défenseurs intraitables de la souveraineté narrative de la République démocratique du Congo. Nous sommes fiers de vous, fiers de voir en vous l'incarnation du mérite, du travail et de la détermination. Et avec humilité, mais sans trembler, nous vous faisons cette promesse. Nous ferons tout pour devenir comme vous. Pourquoi pas dire vous dépasser? Chers camarades étudiants, aujourd'hui l'histoire frappe à notre porte. Et celle ne demande ni des spectateurs, ni des commentateurs. Elle réclame des acteurs éclairés et engagés. Nous sommes cette jeunesse-là, celle qui comprend que la paix est un combat permanent, qu'elle exige lucidité, sacrifice et ancrage dans les valeurs. Nous refusons de rester les objets d'un récit écrit sans nous. Nous ne serons plus des spectateurs, mais les auteurs, les narrateurs de notre souveraineté. Les thèmes qui nous rassemblent aujourd'hui, au cœur du processus de pacification de la RDC, n'est pas une formule, c'est un appel au réveil collectif et à l'adhésion. Chers camarades, nous sommes la force vive d'aujourd'hui et l'espérance de demain. Ne l'oublions jamais. À nos autorités académiques, à notre recteur magnifique, à tous nos enseignants, merci pour le cadre, l'encadrement et l'inspiration. Et parce que le mot doit porter plus qu'une voix, ils doivent porter un destin. Au nom de tous les étudiants de l'UNISIC, je lève la nôtre comme un cri d'espoir et de détermination. Que vive notre président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa quête pour la pacification de notre maison mère. Que vive la jeunesse congolaise, non pas endormie, mais éveillée, debout, audacieuse, prête à bâtir et à défendre. Que vive l'UNISIC, notre creusette de savoir, notre forge d'idées, notre arme de lumière face aux ténèbres. Et que vive enfin la paix. Non pas une paix de silence, mais une paix conquise, construite et jalousement défendue par un peuple debout, par une jeunesse debout et par un Congo debout. Je dis et je vous remercie. Merci.